Alors, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Pour les personnes retardataires, elles prendront le fil du webinaire au moment d'arriver. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le webinaire de lancement de la communauté de pratique EPOC. Donc, EPOC, ça signifie améliorer l'information, la prévention et l'accompagnement des usagers de cocaïne. Donc, ce webinaire, il devrait durer environ 1 heure et demie. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu le plan du déroulé de ce webinaire. Donc, on va tout d'abord commencer par une présentation du projet Époque 1 par Léon Goberov, qui est donc administrateur de la Fédération Addiction, mais également psychologue dans l'association Aurore. On enchaînera ensuite par la présentation de l'idée de la communauté de pratique Époque 2, toujours par Léon et moi-même, donc Colline Bozet, qui est chargée de projet à la Fédération Addiction, notamment sur les thématiques de la cocaïne et du crack. Suite à ça, on aura la présentation d'un retour d'expérience d'une communauté de pratique québécoise par Marianne Palardi, qui est donc chargée de projet et d'animation de communautés de pratique au Québec. On enchaînera par la présentation du travail mené sur la charte de la communauté de pratique par Grégory Lefebvre, qui est donc éducateur spécialisé au Caru de Tarmac de l'association Grey. Pour ce qui est de la partie évaluation, on aura une présentation des objectifs de l'évaluation de la communauté de pratique par Thalie Lagor, qui est donc consultante au sein de CDTM Conseil. Et en arrivant à la fin de ce petit déroulé, on arrivera sur le calendrier prévisionnel que je vais donc vous présenter. On parlera notamment de l'animation, des prochaines étapes et des points d'inscription et de participation à la communauté de pratique et notamment de la plateforme. Pour finir, comme d'habitude, on arrivera sur un petit temps d'échange où vous pourrez poser vos questions et on tâchera donc d'y répondre. Je vais donc peut-être laisser la parole à Léon qui va donc introduire le sujet et le projet Époque 1. Bonjour, merci. Et bueno, ce projet, le projet Époque 2, c'est la continuation du projet Époque 1. Le projet Époque 1, c'était un travail que nous avons fait entre 2021 et 2024 sur la cocaïne et les crack avec la Fédération Addiction. Et c'était un travail qui a été financé par les fonds de lutte contre les addictions comme Époque 2. Et il visait à répondre à une problématique que, que plusieurs centres présentaient à l'époque, c'était l'étonnement avec certains usagers de cocaïne et de crack qui venaient à changer un peu la manière d'accueillir dans certains centres. Du fait que les professionnels étaient étonnés avec ces populations qui venaient de plus en plus, des personnes qui étaient dans des situations un peu différentes que les classiques usagers des carudes. Et il y avait plusieurs questions sur comment travailler avec eux. Alors aujourd'hui, on parle comme ça, mais ici, actuellement, tout le monde est d'accord, j'imagine, au fait que ces problématiques de la cocaïne et du crack, il est vraiment partout et on n'est plus si étonné, et même si on a encore des difficultés et ça nous intéresse de continuer à travailler. Donc, on avait à l'époque comme objectif d'améliorer l'information et outiller les professionnels. Et pour ce faire, on a, et donc si on passe à la diapositive suivante, on a fait d'abord une enquête, et c'est dans cette enquête qui a été répondue par 157 structures, et on a trouvé ce qu'on attendait de trouver, hein, que la problématique était vraiment une problématique qui on avait raison à vouloir travailler sur ces sujets. Et on a constitué des groupes de travail pour le faire et des groupes de travail dans lesquels il y avait des professionnels, des consommateurs et des personnes avec plusieurs niveaux d'expertise sur les sujets
Donc, on a travaillé sur la réduction des risques, sur la thérapeutique, sur les complications associées, sur la prévention. Nous avons organisé 9 journées régionales. Donc, on est allé partout en France. Ces journées, ils ont été organisées par la Fédération Action et les unions régionales de la Fédération Action. Et c'était des journées où énormément de monde est venu. Et nous avons aussi fait des réunions cliniques en rapport au dispositif d'usage de drogue et de crack francilien en soins résidentiels ailleurs en France. Alors, les travails, et moi, j'ai participé à un des groupes, le groupe réduction des risques, qui a été vraiment très intéressant. Moi, mon groupe était vraiment intéressant. Nous avons appris et travaillé ensemble et nous avons construit des guides que vous pouvez télécharger. Et si vous voulez avoir la version papier, il va falloir payer, mais je crois que c'est pas très cher. Et nous avons fait aussi des vidéos. Il y a une vidéo qui avait été faite par animé et dont la narration est de Laurent Carilla. Il y a aussi des vidéos sur les vassages à la cocaïne, de la cocaïne, et donc on montre comment faire les vassages de la cocaïne. Vous allez voir quelqu'un apprêter les mains pour faire cette vidéo. Et c'était un travail qui était assez intéressant et assez innovateur, même si il y avait déjà des vidéos sur les vassages à la cocaïne, mais nous avons voulu faire une vidéo de qualité professionnelle, ce qui est aussi partageable. Et nous avons fait aussi en plus des guides qui représentent le travail des différents groupes. Nous avons fait aussi un guide à destination des usagers avec des dessins originaux que vous pouvez télécharger aussi. Et nous avons continué aussi les groupes d'intervention sur les personnes qui accueillent les consommateurs de drogue franciliens en région. Mais c'est que c'est tout ce travail que nous avons fait à l'époque 1 nous a amené à la nécessité d'amplifier tout ça et de refaire une époque 2 pour continuer à réfléchir ensemble et à travailler sur la cocaïne. C'est ce que j'avais à dire pour époque 1. Sur époque 2, j'ai oublié, c'est moi qui commence. Oui, Excuse-moi. pas de Et, problème. et jusqu'à où? Jusqu'à là, juste cette slide. Ah, je suis vraiment désolé. On a répété avec Colline, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, époque 2 vise vraiment à amplifier cette dynamique qui a été commencée avec époque, à époque 1 et à installer quelque chose qui nos collègues ont vu au Québec, c'était l'idée de communauté de pratique, donc de laquelle Colline va parler un peu plus. Mais l'idée, c'est de soutenir les équipes et de créer quelque chose qui soit un travail avec une logique horizontale et participative dans laquelle des professionnels et des usagers se retrouvent pour créer de la connaissance et pour partager de la connaissance en relation aux pratiques professionnelles concernant l'accueil et l'accompagnement des consommateurs de cocaïne et de crack. Ton tour. Merci Léon. Comme tu viens de le rappeler, époque 2, ça s'inscrit dans
dans la continuité d'époque 1, mais avec un déplacement un peu plus important. En fait, l'enjeu, ça va être ne plus seulement produire des outils, mais aussi là maintenant créer les conditions pour qu'ils vivent, pour qu'ils circulent, mais aussi pour qu'ils puissent être discutés à partir des réalités de terrain et notamment de vos réalités de terrain. Et très concrètement, ce qu'on va chercher, nous, c'est à construire avec cette communauté de pratique. C'est un espace qui va être utile aux pratiques professionnelles. L'idée, c'est pas simplement de mettre des ressources à disposition sur une plateforme, mais de permettre aux membres ben, de s'en saisir déjà, de les enrichir, de les discuter et de faire remonter les questions et ou besoins qui restent aujourd'hui insuffisamment travaillés. Et cette communauté, ben, elle doit donc pouvoir servir à plusieurs choses, notamment ben, partager des pratiques, poser des questions, croiser des expériences de terrain, identifier des difficultés, mais aussi faire circuler, par exemple, des repères, des outils ou encore des points de vigilance entre des personnes qui ne travaillent pas forcément dans les mêmes cadres, mais qui sont quand même confrontées à des enjeux plutôt proches. Et donc, pour rendre cela concret, il y a plusieurs éléments qui ont déjà été mis en place dans le cadre d'Époque 2. Donc, d'abord, ça a été la constitution d'un noyau de participants et participantes. Et ce noyau, justement, il va réunir des professionnels, mais aussi des pairs aidants, des personnes concernées, avec l'idée d'avoir dès le départ bah, une diversité de points de vue dans la construction de cette communauté. Il y a également un travail qui a été mené sur la charte générale de la communauté, qui va donc vous être présenté un peu plus tard par Grégory. Et justement, cette charte, elle est là pour poser un cadre qui est clair, donc à la fois sur l'esprit de la communauté, sur ses valeurs, mais aussi sur la manière dont les échanges ils vont pouvoir s'y dérouler. En parallèle, il y a la construction de la communauté de pratique en ligne, donc qui s'est faite via une plateforme d'échange. Et justement, elle a été mise en place pour servir de support à cette dynamique. Et là encore, ben, l'objectif, c'est pas seulement d'y déposer des contenus, mais essayer d'en faire un espace où on peut partager des ressources, réagir, poser des questions et faire remonter les besoins ou des sujets de travail, comme je le disais tout à l'heure. Bien sûr, dans cette communauté, ben, les professionnels, ils ont toute leur place dans cet espace, qui viennent de la dictologie ou d'autres champs concernés par les usages de cocaïne. Mais il y a aussi une place importante pour le savoir expérientiel. Donc les usagers, ils ont une forte place dessus, dans la mesure où ils permettent d'éclairer autrement certaines situations et d'enrichir la réflexion sur les pratiques d'accompagnement des professionnels. L'idée, en revanche, c'est pas de faire un espace généraliste sans réel cadre. C'est ce qu'on cherche, nous, c'est bien une communauté qui va être structurée, orientée vers l'amélioration des pratiques. Et il y aura donc une animation, une modération et des formats qui vont permettre de soutenir les échanges dans le temps. Du coup, par conséquent, à partir d'avril 2026, cette dynamique, elle a aussi vocation à vivre à travers plusieurs formats complémentaires. Bah, déjà, tout d'abord, la plateforme elle-même, bien sûr, mais aussi par le biais de webinaires thématiques, d'ateliers collaboratifs autour de pratiques et potentiellement des groupes d'intervision, comme évoquait Léon, dans une logique inspirée de ce qui a déjà pu être expérimenté autour du groupe CRAC en région. Et justement, à travers cela, ben, l'enjeu, c'est de mettre en réseau des acteurs à l'échelle nationale, de soutenir une montée en compétences collectives et de favoriser l'émergence de pratiques partagées à partir de ces situations. L'idée, c'est aussi que la communauté, elle puisse produire dans le temps des savoirs issus ben, des différentes pratiques, des échanges et des réalités rencontrées par les membres de la communauté. Et au fond, ben, l'ambition, c'est bien d'installer un espace d'échange qui puisse durer même au-delà du projet Époque 2 et devenir un appui dans le temps pour les professionnels et les personnes concernées par ces questions. J'en ai fini pour la partie de présentation Époque 2. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marianne Palardi qui va nous présenter donc la communauté de pratique au Québec. Bonjour, bonjour, je me présente. Donc, Marianne Palardi, oui, j'ai une maîtrise en sociologie, j'ai 10 ans d'expérience d'intervention en première ligne et en réduction des méfaits risques à Montréal. Donc, j'ai 7 ans aussi d'expérience en concertation, association, regroupement et tout. Et j'ai participé quand j'étais intervenante à des communautés de pratique et j'en ai coordonné une avant celle-ci. Donc, Intersection, je vais vous présenter la communauté de pratique que j'anime et coordonne sur le champ croisé de la sexualité et l'usage de substances au Québec. Donc, c'est une initiative de l'AIDQ, l'Association des intervenants en dépendance, que je vous dirais l'équivalent de la Fédération Addiction au Québec.
Donc, ça fait 4 ans que je suis à la IDQ et j'ai mis en place mon principal mandat quand je suis arrivée en poste, ça a été de relancer Intersection, donc qui était une communauté de pratique seulement virtuelle avec des échanges sur des forums qui étaient inactives. Donc, il fallait lui donner une nouvelle voie. Un nouveau souffle. Donc, voilà, en 2022, j'arrive et je mets en place la communauté de pratique Intersection. Nous sommes à notre 4e cohorte, donc nous, on fonctionne par cohorte. Il faut s'inscrire en septembre-octobre pour avoir accès à la plateforme et aux activités de l'année. Donc, voilà. Et oui, ma posture, ben, j'ai accompagné la mise en place d'Époque 2 à la Fédération Addiction de façon très humble, avec toute humilité. En fait, j'ai rencontré Marie en 2023 à l'été, je crois, et je lui ai présenté la communauté de pratique et je pense que ça a inspiré quelque chose au niveau d'Époque suite. Donc, on m'a demandé, en fait, est-ce que tu aimerais nous accompagner à la mettre en place? Donc, tu sais, mon mandat était vraiment de situer ce qui est une communauté de pratique, d'offrir des pistes de réflexion issues de mon expérience québécoise et j'étais présente aux rencontres du Noir. J'ai une slide, merci. Donc, de la littérature des communautés de pratique et de mon expérience ou de ce que je côtoie ici au Québec ou même au Canada, les communautés de pratique sont toutes différentes. Donc, elles répondent souvent à un besoin d'innovation dans un champ pratique spécifique et elles sont de taille et de composition vraiment diverses. J'en ai vu de milliers de personnes via une plateforme pan-canadienne avec des diversités de profils de professionnels. J'en ai vu aussi des très, très petites, à une douzaine de personnes avec une composition plus homogène de professionnels qui travaillent dans le même milieu et ont la même vocation. Donc, il y en a vraiment de taille et de composition diverses. Ils ont plusieurs façons aussi d'interagir. Mais leurs objectifs sont généralement, là, puis il faut le voir aussi en mode un petit peu de taxonomie de Bloom, donc de plus facile à plus difficile, d'apprendre et d'échanger, de réseauter et de collaborer, de développer des compétences, de briser des silos et l'isolement professionnel parfois, de créer de nouvelles connaissances, évidemment, et d'innover et transformer. Donc, la communauté de pratique Intersection, elle réunit des acteurs et actrices du champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances psychoactives afin d'améliorer les compétences d'intervention dans le domaine. Donc, comment on réussit à améliorer les compétences? Voici nos 4 grands objectifs. Donc, établir et renforcer les canaux de communication et de collaboration entre les milieux communautaires, santé, les services sociaux et de la recherche du Québec. Donc, on vise à avoir diversité d'acteurs de différents milieux, donc très hétérogènes. Favoriser l'émergence de pratiques adaptées et validées. Identifier les enjeux communs et trouver des solutions innovantes. Et encourager le développement de compétences par la co-construction et l'application des connaissances théoriques, pratiques et expérientielles. Quand on parle d'acteurs du champ croisé, on parle de qui? Exactement. Donc, on vise à réunir vraiment des personnes qui détiennent des savoirs expérientiels, cliniques et scientifiques. Puis, à Intersection, on a vraiment une diversité de profils des milieux communautaires, du réseau public, même du réseau privé. Ça a été une surprise pour nous. Sexologues, par exemple, ou travailleurs sociaux du privé, du milieu académique et de la recherche. C'est une grande diversité. C'est à la fois une force et un défi, autant pour la coordination et l'animation d'une communauté de pratique. Un défi parce que c'est des personnes qui œuvrent à travers le Québec dans des réalités régionales, réalités professionnelles différentes. Ils rejoignent des populations différentes et ils ont des besoins comme intervenants professionnels très différents aussi. Mais c'est une grande force de réunir toute cette diversité de profils-là pour s'inspirer, sortir de nos œillères, notre réseau naturel, s'il vous plaît, si vous voulez, pour vraiment améliorer les pratiques. Donc, sa création, elle est issue en fait là d'une étude de besoin avec une belle brochette de chercheurs qui se sont posé la question si les intervenants étaient bien outillés à aborder les questions de sexualité et usage de substances à la fois. Donc, ils ont réalisé une étude de besoin en 2018 qui mettait en évidence en fait les besoins de formation à la croisée de la sexualité et de l'usage de substances qui sont souvent abordés de façon individuelle. Donc, si je suis sexologue, j'aborde la sexualité.
je travaille en addicto, je vais travailler l'usage de substances, alors qu'ils sont souvent réunis, ces deux comportements. Donc, on a même évalué dans cette étude de besoin-là si une communauté de pratique pouvait pas répondre à ce besoin-là et la réponse a été oui. Donc, en 2022, j'arrive et je mets sur pied un comité consultatif, qu'on pourrait dire que c'était votre noyau pour époque 2, de savoirs divers, parce on voulait réunir plusieurs savoirs déjà, pour co-construire la communauté de pratique. Les travaux du comité ont lieu sur 3 mois, en 5 rencontres. Donc, on a pu réaliser la charte de participation, charte de fonctionnement un peu pour époque 2, l'identité visuelle, la structure de la plateforme, le public cible, qui on veut dans notre communauté de pratique et la programmation de la première cohorte. Le lancement a lieu en septembre 2022. Donc, évidemment, le fonctionnement de la communauté de pratique a évolué. Toute communauté de pratique évolue parce qu'on s'adapte aux personnes qui viennent, aux besoins qui sont exprimés par la communauté. Donc, on fonctionne par cohorte d'octobre à juin, nous, de notre façon. Donc, il faut s'inscrire pour avoir accès. Puis là, on a euh, nos membres, en fait, notre communauté. On commence par une séance d'information aussi en septembre pour marquer l'ouverture de la période d'inscription et le lancement de la programmation de l'année et expliquer c'est quoi une communauté de pratique parce que c'est pas tout le monde qui sont confortables avec la notion de communauté de pratique et comment on y apprend ensemble. On a des programmations qui sont diverses. Là, cette année, pour la première fois, on fait une activité d'intégration pour les nouveaux nouvelles parce qu'il y a des gens qui se réinscrivent de cohorte en cohorte pour expliquer les valeurs, le fonctionnement de la communauté de pratique, les notions de base aussi en conso sexualisé et expérimenter un outil collaboratif qu'on utilise beaucoup, comme un tableau blanc, par exemple, pour faire nos activités de mise en situation, d'intelligence collective pendant nos activités. Donc, on a 4 ateliers d'intelligence collective sur différentes thématiques, 2 webinaires animés par l'externe ou par des membres qui ont envie vraiment de nous entretenir pendant 3 heures sur une thématique en particulier et une formation en présentiel. Donc, l'occasion de se voir, se réseauter et de se former pendant une journée. Toutes les autres activités sont en virtuel, évidemment, parce qu'on rejoint l'ensemble du Québec. Donc, on a une plateforme virtuelle avec un forum qui, je vous l'avoue, ne fonctionne pas très bien dans notre cas, mais on se voit quand même assez souvent. Donc, on avance et on a un beau centre de documentation évolutif. Les gens peuvent proposer et ils peuvent gérer leur activité, leur inscription et un bottin des membres. L'implication est volontaire. Puis aussi, on a l'occasion de co-créer des outils depuis peu. Donc, je vais avoir l'occasion de vous en parler prochainement. Donc, on a à peu près de 70 à 50 membres par cohorte. Par activité, on peut être entre 45 et 20, dépendamment de la thématique. J'ai oublié de dire aussi que pendant des ateliers, des activités ou même au courant de l'année, s'il y a des personnes qui souhaitent aborder un sujet en particulier, vivre des situations cliniques, mais on peut faire des dîners d'échange cliniques où vraiment là, c'est libre et informel et on peut se poser la question ensemble, approfondir un sujet, par exemple. Donc, pour apprendre les uns des autres, ça prend quand même un climat, une dynamique d'échange particulière, parce qu'on est tous différents. Il peut y avoir un sentiment d'imposteur qui peut émerger. Donc, ça prend de la confiance, un espace collaboratif vraiment respectueux et inclusif. Des activités qui favorisent l'intelligence collective, démocratiser tous les savoirs. Ce que ça veut dire, c'est que tous les niveaux d'expérience, on peut être au début de l'intervention en clinique, au début de son expérience de parent aidante, par exemple, mais tous ces savoirs-là se valent au niveau d'expérience. Ne pas hiérarchiser des savoirs où on pense naturellement que des savoirs scientifiques seraient plus légitimes que d'autres, par exemple. Alors, on veut vraiment démocratiser les savoirs. Et le partage de connaissances, donc apprendre autant que contribuer, hein, c'est du donnant-donnant. Si je me considère vraiment assez experte en consommation sexualisée, ben, je peux contribuer au savoir autant que je vais apprendre des autres, par exemple. Donc, les impacts depuis 4 ans, ce qu'on nous a nommé, il y a plusieurs impacts collatéraux là, positifs, mais pour les résumer, le réseautage et les rencontres inspirantes.
Donc, ça m'a permis de créer des liens de confiance avec différents acteurs, actrices du milieu communautaire ou de la santé et me sentir plus confortable à référer vers eux et elles. On sait que le référencement, parfois, ça prend un niveau de confiance aussi, comprendre où on réfère. Donc, ça a été vraiment comme un impact vraiment positif. Apprentissage et développement des compétences, on le souhaite, c'est l'objectif principal. Donc, j'ai beaucoup appris autant de la théorie lors des échanges et des formations qu'en pratique, pendant les exercices et les mises en situation. Ce sont des nouveaux acquis que je peux appliquer dans mon travail et même dans leur vie personnelle. Donc, l'entraide et le partage, c'est très enrichissant d'avoir un espace privilégié où on peut apprendre les uns des autres. Briser l'isolement professionnel aussi. Un des bénéfices pour moi a été de réduire mon sentiment d'isolement et de créer des partenariats. Voilà. Donc, on est fiers, là, la communauté de pratique intersection ne visait pas nécessairement à créer des outils. C'était pas un livrable au départ de la communauté de pratique, mais c'est des impacts collatéraux vraiment positifs qui peuvent survenir. Donc là, on est très, très fiers. On vient de lancer un guide d'accompagnement sur le consentement sous influence qui est accessible en ligne. Je vous invite à aller le voir. Il est magnifique. Ici, de 2 ans de travail de co-construction avec plus de 75 professionnels de la communauté de pratique, on est arrivé à ce beau document-là. On a aussi sur le site web une formation sur le cannabis et la sexualité chez les jeunes, donc en 3 capsules asynchrones gratuits, qu'on est arrivé aussi à faire en collaboration avec un projet de recherche allié cannabis et sexualité. Et on a d'autres outils à venir, donc une affiche loi de l'effet en contexte sexuel et une charte d'interaction, consommation et sexualité. Donc, c'est des choses que les membres ont voulu créer. Et donc, on les accompagne en fait à mettre en place un processus de co-construction pour y arriver. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir comment tous les savoirs se croisent et comment on arrive à créer même des connaissances entre nous, tout en améliorant les pratiques dans nos activités. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une très, très belle communauté de pratique époque 2. Merci beaucoup, Marianne, pour ta présentation très complète. Je propose qu'on passe maintenant à Grégory, qui va peut-être nous parler un petit peu de la charte de la communauté qui a été faite durant des réunions avec le noyau. Si Grégory est arrivé. Allô, vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Du coup, on nous a sollicité justement par rapport à cette, quand je dis nous, c'est-à-dire le fameux noyau, en fait, où il y a été représenté pardon, par plusieurs types de profils, avec des personnes issues directement de la dictologie, donc acteurs de terrain, je dirais, éducateurs, pères aidants, que ça soit au niveau de l'autosupport ou des CARUD, des XAPA, des médecins, des chercheurs. Donc du coup, ce qui était un gros travail au départ, c'était de définir déjà à qui ça allait s'adresser. Et donc on était, enfin il y avait consensus sur le côté de la cocaïne, donc ça c'était hyper important, que les gens soient concernés par la question de la cocaïne, mais jusqu'à quel point. C'est-à-dire que, comment dire? Par exemple, si c'est la mère d'un usager, c'est plus compliqué que si c'est quelqu'un qui est consommateur occasionnel. Et donc, du coup, on a défini les gens qui étaient concernés par l'usage de cocaïne, donc professionnels, que ce soit la personne qui consomme, des professionnels de l'accompagnement ou autour de la consommation, des chercheurs, des pères aidants. Et surtout, c'est des personnes qui ont une envie, en tout cas, d'échanger autour d'une réalité, d'un constat. Il y a une question aussi qui était importante, c'était de garantir l'anonymat. Euh, donc l'anonymat des propos et l'anonymat des personnes, c'est-à-dire que quand on relate enfin quand on relate un questionnement, on ne nomme pas les gens, enfin voilà, qu'il n'y a rien pour les identifier. Il y avait aussi comment dire, le fait que ça soit une adhésion libre. En fait, tout le monde peut y participer comme il a envie et, et avec pas forcément avoir besoin de compétences en la matière, juste son savoir expérientiel peut être déjà une grande compétence. Donc,
Au niveau de l'animation, en fait, donc du coup, c'est la Fédération Addiction hein, qui héberge le site. Je ne me trompe pas en disant qu'il est déjà actif pour le moment. On a déjà pu tester un petit peu si le site fonctionnait bien. Il y aura donc du coup au niveau de l'animation, ça va être hébergé donc par la Fédé et il y aura quelques personnes qui ont été désignées pour le moment, mais ça peut bouger s'il y a des gens qui ont envie de s'investir au fur et à mesure du temps pour pouvoir aussi animer, faire un peu de modération. S'il y a des propos qui sont un peu douteux, tout ça, l'idée, c'est de réguler tout ça. Et au niveau il y aura de la question de l'animation donc animer des thématiques. Donc, par exemple, je vous donne des exemples de ce qu'on a pu discuter pendant ces réunions. Donc, par exemple, apporter une thématique autour du basage de cocaïne, ce qui est un peu le sujet en ce moment, ou alors la différence entre consommer à la campagne ou consommer en ville, c'est différent. Enfin voilà, c'est toutes ces thématiques-là, avec peut-être aussi à un moment donné y faire apparaître des webinaires avec donc toute une partie où il y aurait des échanges pendant plusieurs temps avec les gens qui ont envie, et à la fin avoir un webinaire qui animerait un peu les propos, tout ça, pour y mettre un petit peu aussi d'apport théorique, tout ça. Euh, c'est plutôt sous forme de discussion spontanée. Il y aura comment dire, des espaces vraiment dédiés à des thématiques, mais après, les gens qui ont juste envie de discuter pourront y discuter. L'idée quand on a élaboré la charte, c'était vraiment, ce qui était le plus compliqué, en fait, c'était d'éviter de restreindre trop pour limiter l'accès aux gens, enfin éviter de limiter l'accès aux gens et la parole des gens. Et en même temps, si on ouvre trop, eh ben, ça perd de sa cohérence en fonction des gens qui sont ciblés. Après, c'était là où on était tous plutôt d'accord, c'était sur la question des valeurs. Ce qui était hyper important pour nous, c'était d'avoir, en tout cas, la question de l'accessibilité. Donc là, on le voit en bas du diapo, c'est les valeurs principales qu'on a définies. C'était que la question, c'est par exemple de ne pas avoir de langage trop scientifique ou alors vulgarisé sur le site pour que ça puisse parler à tout le monde. La question de l'inclusion et de la diversité, ça vient avec la question que chaque parcours est différent et que bah, une personne qui est issue, par exemple, des CARUT, qui n'a pas l'accès à Internet facilement, ou alors qui s'exprime pas, pardon, souvent en écrit, et ben du coup ne pas être trop comment dire exigeant sur la question de l'orthographe ou de la syntaxe. Donc ça va aussi avec la question du non-jugement. Donc ça en fait partie. Non-jugement de par la vie de la personne, mais aussi de la façon dont elle s'exprime. L'empathie, donc du coup, c'est tenir compte de la sensibilité et des difficultés de chacun. C'est pour mettre tout ça, c'est pour mettre un cadre sécurisant. La question de la discrétion, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La discrétion, elle est par exemple, l'idée, c'est pas de commencer à comment dire, à donner des informations sur des situations de gens qu'on accompagne. On pensait notamment plus aux professionnels qui vont, par exemple, expliquer une situation qui pose question et qui pourrait être, comment dire, discuter ensemble sur la plateforme. L'idée, c'est d'anonymiser au maximum pour qu'il y ait pas qu'on puisse pas identifier le secteur ou la personne qui est ciblée ou la situation. Et enfin voilà. Après, après vous retrouvez tout ça au niveau de la charte hein, qui a été écrite. C'était beaucoup des échanges, ça a pris du temps. On s'est rencontrés une fois par mois de septembre à décembre, je dirais, janvier. Et on a trouvé là-dessus consensus. Après, c'est une base de travail, c'est ce qu'on s'est dit, c'est une base de travail qui peut être évolutive et elle sera évolutive avec les gens qui s'inscrivent et qui participent. C'est de se dire d'avoir une base commune pour démarrer et après, ce sera réévalué et selon les personnes qui ont envie de s'impliquer dans cette démarche, eh ben, ça pourra évoluer avec toute la communauté. Voilà. Merci Grégory. Et pour compléter justement la charte que vous voyez, vous avez un petit exemple en image sur la diapositive, mais elle est un peu plus longue quand même sur la plateforme. Enfin, vous pouvez la retrouver et la télécharger où elle est plus complète. Il y a d'autres éléments en termes d'animation comme ce qu'a expliqué Grégory juste à l'instant.
Je propose qu'on passe à la présentation de Thalie, qui est donc à CDCM Conseil pour la partie évaluation. Et on ne fait pas un tour de questions avant, parce que comme c'est... Moi, j'ai préparé un sondage Ah, juste après. d'accord. Ok. Merci Colline. Donc bonjour à tous, je suis Thalie Lagorce, donc je suis consultante pour CDTIAM. On est un cabinet d'évaluation, entre autres, de dispositifs de prévention promotion de la santé. On est spécialisé sur les questions d'addiction et donc on a mis en place une équipe de 4 personnes. Donc Estelle et Romane m'accompagnent chez CDTIAM et on est aussi accompagné Alain Douillet, qui est notre expert associé, qui est donc un professionnel de la promotion de la santé et qui est aussi expert dans la structuration et l'animation de programmes de prévention. Donc, on a mis en place cette équipe de 4 personnes pour réaliser l'évaluation intermédiaire et finale du projet Époque 2, et notamment de sa communauté de pratique. Alors, pourquoi ces évaluations seront menées? L'idée, c'est d'abord d'apprécier la construction et l'animation de la communauté pour rendre compte de la manière euh, dont elle a été pensée et à quel point ça a été favorable à son déploiement. On va aussi questionner sa pertinence, c'est-à-dire la manière dont la communauté répond aux besoins des professionnels et des usagers. On va apprécier ses effets, c'est-à-dire qu'on va aller questionner son efficacité. Dans quelle mesure la communauté a-t-elle permis de faire évoluer les pratiques, les connaissances, les représentations, les outils? Et puis, en lien avec les objectifs énoncés précédemment lors des autres présentations, on va aussi aller tirer des enseignements, capter des facteurs de succès pour la pérennisation et la réplication de la communauté pour essaimer un modèle au-delà du projet. Donc pour cela, on va donc mener, je vous l'ai dit, une évaluation intermédiaire et une évaluation finale. Euh, alors pourquoi 2 évaluations? L'idée, c'est que selon le type d'évaluation, ce n'est pas le même calendrier et on ne cherche pas les mêmes informations, on n'utilise pas les mêmes informations de la même manière. Comme ça a été dit précédemment, l'idée, c'est que la communauté évolue avec les membres qui en prennent part au fur et à mesure. Et nous, le but, c'est que notre travail vienne aussi nourrir cette évolution. Euh, Lors de l'évaluation intermédiaire, donc qui se déroule depuis 2025 et jusqu'à la fin de cette année-là. L'idée, c'est qu'on vienne rendre compte des premiers effets, de la conformité du déploiement de la communauté et de proposer des recommandations de réorientation pour la suite du projet. Pour ça, on va questionner principalement la manière dont elle a été conçue, la manière dont elle répond et comment les besoins ont été saisis. On va aller aussi questionner l'animation et la participation des acteurs prévus. Et puis, les premières réalisations du projet, voir ses premiers effets. Une fois qu'on aura fait cette évaluation intermédiaire avec les recommandations qu'on aura pu tirer, les bonnes pratiques qu'on aura pu identifier, on va aussi mener l'évaluation finale, donc qui sera sur un second temps jusqu'en 2027. Et là, l'idée, c'est de prendre plus de temps pour rendre compte des résultats du projet, identifier les conditions de pérennisation du projet et préparer la poursuite du projet, voire son amplification. En effet, on aura assez de recul pour identifier tous ces éléments-là et questionner principalement les freins, les leviers, l'efficacité du projet, aussi apprécier l'animation, la participation des acteurs et puis la pérennisation du projet. Pour mener ces évaluations, on a mis en place donc une méthodologie participative autour de 3 phases. Alors bien que les évaluations soient différentes, la méthode reste la même. On a une première phase qui est assez classique qui vise donc juste à mettre en place la méthode et l'évaluation et la mission. L'idée, c'est que lors de cette phase-là, donc elle est passée pour l'évaluation intermédiaire, mais aussi pour l'évaluation finale, c'est qu'on ajuste selon la réalité du terrain aussi la méthode qu'on aura déployée. En tout cas, pour l'instant, la méthode qui est déployée pour la collecte et l'analyse des éléments, ce qu'on utilise comme investigation, on va avoir donc une analyse documentaire de tous les éléments qui ont pu être produits ou qui seront produits autour de la communauté, c'est-à-dire des comptes rendus de travail, c'est-à-dire des éléments aussi scientifiques, des retours d'expérience sur d'autres communautés. On va aussi, et on s'est aussi entretenu avec l'équipe projet. L'idée maintenant, c'est qu'on s'entretienne avec le noyau d'animation aussi.
On va s'entretenir avec le noyau d'animation de manière individuelle, mais aussi en focus group. En focus group, donc c'est des entretiens plus collectifs, plus perçus comme des temps de retour d'expérience, de prise de recul collectif pour répondre à nos questions. Et puis, en parallèle de ça, on va mener des sessions d'observation, d'échange lors d'événements clés, donc que ce soit comme aujourd'hui lors du webinaire de lancement ou d'autres webinaires organisés au fil de l'eau par la communauté. Et puis aussi, puisque c'est important d'aller saisir le retour des bénéficiaires, ce qu'on appelle dans le langage de l'évaluation, on va aller mener une enquête auprès des participants de la communauté. Euh, et une fois qu'on aura donc mené cette phase de collecte, on va pouvoir analyser et restituer et valoriser tout ça. Donc pour ça, on va croiser tous les éléments qu'on aura récoltés et puis on va pouvoir rédiger des recommandations, des conclusions pour la restituer à la fédération et ensuite pouvoir faire évoluer le projet si nécessaire ou identifier les bonnes pratiques à déployer davantage. L'idée, c'est qu'aussi cette évaluation, elle vienne valoriser l'implication de tous dans ce dispositif, dans cette démarche évaluative. Et donc pour ça, on a aussi travaillé avec la fédération à une stratégie de valorisation et de communication des conclusions, que ce soit par des posts LinkedIn, des articles diffusés sur le site internet, voire même le fait que nos conclusions puissent nourrir un article dans une revue scientifique, et puis bien sûr la présentation lors du congrès annuel. Et donc, toujours dans cette perspective d'essaimer le projet au-delà du projet lui-même, la conception d'un guide interne à la fédération autour de ce projet-là. Merci. Merci beaucoup, Tadi. Je vous propose maintenant de terminer sur la manière dont on va envisager l'animation de cette communauté dans les prochains mois, ainsi que ben, les prochaines étapes pour celles et ceux qui souhaiteraient y prendre part. L'idée dans cette première phase, c'est d'avancer de manière plutôt progressive et réaliste. Donc en termes de logique pour les prochains mois, on va parler un petit peu d'une montée en charge progressive, notamment par le fait qu'on sait qu'une communauté de pratique, ça prend pas simplement parce que une plateforme est mise en ligne. On sait qu'il faut qu'il y ait de bonnes raisons d'y venir, d'y revenir, mais surtout d'y contribuer. Donc notre intention surtout, c'est de ne pas multiplier immédiatement les formats ou de proposer un programme un peu trop chargé dès le départ, mais plus construire une dynamique soutenable qui va être utile et qui va potentiellement être réellement appuyée sur les besoins des membres. Donc dans cette logique, les prochains mois, ils vont surtout servir à installer la communauté, à permettre une première appropriation de l'espace, mais aussi à faire émerger des échanges et par conséquent à identifier plus précisément les thématiques qui pourraient être prioritaires pour la suite. Donc, ce qui est un peu prévu pour les prochains mois, c'est donc très concrètement, on va avoir une première étape qui consiste bien sûr ben, à ouvrir plus largement la communauté et donc la plateforme et à permettre aux personnes intéressées de la rejoindre, de découvrir les ressources qui sont déjà disponibles dessus et de commencer à interagir. Ensuite, on souhaite aussi proposer, comme on le disait tout à l'heure, quelques temps d'animation ciblés, mais sans saturer non plus l'espace. Et ce qui a plutôt été retenu jusqu'ici, c'est une logique de montée en charge sur environ 6 mois, avec quelques temps forts et un rythme suffisamment léger quand même pour laisser la place à l'appropriation des membres à cette plateforme. L'idée que ça serait donc de partir sur des premières thématiques qui vont être identifiées, d'organiser un ou plusieurs temps collectifs autour de celles qui seront jugées prioritaires, puis d'ajuster progressivement en fonction de ce qui remontera de la communauté, donc notamment des membres. Il y a une logique particulière qui avait été discutée avec le noyau, c'était plutôt celle de garder par exemple deux grandes thématiques par trimestre, et ouais, maximum, avec éventuellement des formats complémentaires autour de chacune pour garder ce rythme plutôt réaliste. Un petit point aussi d'information, c'est que d'ici le second semestre, on va organiser une journée avec les membres de la communauté de pratique afin de se retrouver, se découvrir, se rencontrer et de discuter un petit peu de la communauté et passer une bonne journée ensemble. Donc justement, en parlant de thèmes, la question qui se pose, c'est comment seront choisis les prochains thèmes.
Et ce qui est important du coup pour nous, c'est que les prochaines thématiques, elles doivent pas être choisies uniquement de manière descendante. Même si on sait que c'est pas toujours simple de proposer spontanément des sujets sans point d'appui, on a donc retenu avec le noyau une logique mixte, donc déjà de proposer un premier cadre avec quelques thèmes qui ont déjà été identifiés donc par le noyau, puis permettre aux membres donc de les prioriser et d'en proposer d'autres. Donc, parmi les premières pistes thématiques du noyau, ce qui a pu apparaître, Grégory en a déjà évoqué tout à l'heure, mais on retrouve aussi les questions de langage non stigmatisant, les représentations sociales de la cocaïne et même du crack, le rôle, ou entre autres la posture des médecins généralistes, des complications médicales à repérer, les questions de polyconsommation ou même encore les questions enfin, ouais, les questions autour de la sexualité et du chemsex. Et justement, aujourd'hui, il est question un petit peu de vous proposer de répondre à un sondage déjà pour essayer de voir quel thème pourrait ressortir. Et justement, ce sondage, il a un objectif plutôt simple, c'est nous aider à identifier parmi plusieurs propositions les thèmes et même les formats qui vous sembleraient utiles et prioritaires pour les prochains temps collectifs, mais également d'en proposer si vous le souhaitez. Et pour nous, c'est une manière d'ancrer tout de suite la suite de l'animation dans les besoins des participants et des participantes, plutôt que de partir uniquement sur quelque chose qu'on aurait déjà imaginé nous-mêmes. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager le sondage juste maintenant, afin que vous puissiez y répondre. Les réponses, elles sont totalement anonymes, c'est totalement anonyme. Donc, je vous laisse me dire si vous l'avez bien, s'il apparaît, et si vous pouvez y répondre. Ouais, c'est bon, ça Ok, apparaît. super. Et il faut bien dérouler la liste parce qu'il y a deux questions dans chacun des sondages. Il y a deux sondages en tout. Un qui est consacré au thème prioritaire et un qui est consacré au format que vous jugez utile. Alors, quel est le sujet qui a gagné? Alors, on a des égalités. And the winner is? Alors, en termes d'égalité, il y a... Ah, non, plus maintenant. Ah, non. Pour l'instant, le premier sujet, c'est améliorer l'accueil des usagères et des usagers. Je vais attendre quelques secondes, d'accord, avant de passer à l'autre sondage. Ok, je vais passer à l'autre sondage. Mais quand tu dis accueil des usagers, enfin, tu vois, c'est, enfin, moi, je le prends dans les structures, mais c'est l'accueil au sens large. Ça peut être aussi dans un cabinet de médecin, enfin, tu vois, C'est ça. On peut partir d'une thématique plutôt large et après, selon les questions qui vont être posées ou même les apports par les membres, ça peut diffuser sur plusieurs lieux. Bon, je vais passer à l'autre sondage. Hop là.
je vous partage le dernier sondage par rapport aux formats qui peuvent être proposés pour la communauté de pratique. Bon, je vais proposer de mettre fin à ce sondage aussi. Donc concrètement, comme les choix étaient multiples, il y a beaucoup d'égalité. Notamment, on est beaucoup à 60%, 50% pour chacun. Donc ça sera assez diversifié en termes de format sur la plateforme. Mais ce qui revient en tête, c'est quand même le webinaire thématique. Je vous remercie en tout cas pour votre participation au sondage. Pour ce qui est maintenant de comment participer concrètement, donc il faut savoir que la plateforme elle est ouverte pour le territoire notamment de la France tout d'abord. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre part à cette dynamique, il y a plusieurs niveaux de participation qui sont possibles. Donc il est bien sûr possible de demander à rejoindre la plateforme, de consulter les ressources, de suivre et même de commenter les échanges, de réagir aux contenus qui vont être proposés. Mais il est aussi possible d'y contribuer plus activement, donc en partageant des outils, des retours d'expérience, des questions de terrain, ou même des points de vigilance, ou encore en proposant des sujets, comme il a pu être fait lors du sondage, qui mériteraient d'être justement travaillés collectivement pour la suite. Ce qu'on espère maintenant, c'est que c'est un espace qui puisse être réellement approprié et pas seulement consulté, mais plus nourri par des usages réels, des retours, des questions et même des contributions de nos membres. Donc, je vous remercie. On va passer maintenant peut-être au temps d'échange. Si vous avez des questions, des remarques ou même des attentes vis-à-vis de cette plateforme, n'hésitez pas à nous en faire part et on tâchera de répondre. Peut-être d'informations supplémentaires, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, la plateforme elle est déjà ouverte, donc il y a déjà eu quelques échanges entre des personnes et aussi en termes d'accès à la plateforme, c'est quelque chose qui va passer par moi-même, donc je vais devoir accepter votre demande pour vous laisser entrer dans la communauté de pratique, mais c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et vous recevrez dans tous les cas un mail d'information de votre accès autorisé. Vous recevrez aussi des mails lorsque quelqu'un a répondu à votre message. Enfin, c'est quelque chose qui est assez pratique d'utilisation et simple. Je me permets aussi, il y a quelque chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure, mais il y a possibilité aussi d'avoir, par exemple, pour des gens qui sont déjà identifiés, et qui travaillent en addictologie et qui veulent aborder peut-être une situation, enfin, en tout cas leur consommation personnelle, mais en gardant l'anonymat, il est possible d'avoir un double compte avec un compte qui est plus anonyme, où en fait personne n'aura
Donc, il faut une deuxième boîte mail perso. L'idée, c'est aussi de libérer, enfin, que les gens puissent libérer la parole en toute sécurité, qu'on commence pas à savoir qui travaille où, quoi qu'est-ce, et ce qui vit dans sa vie personnelle. Samir, je viens de voir ton message, c'est limité en nombre de personnes sur la communauté, tu parles? Parce que si c'est le cas, c'est normalement non, il n'y a pas de nombre limité. Alors Léa, normalement, si vous êtes sur la plateforme, vous allez devoir rentrer votre mail et je vais recevoir un mail pour accepter votre demande d'adhésion à la plateforme et ensuite vous pourrez vous inscrire à la communauté. Je vous remets le lien et le QR code si vous souhaitez. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est possible d'avoir le lien en copier-coller dans le chat, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à avoir le QR code. Je vais le remettre. Dans le chat, le lien, c'est quoi? Oui, oui, je m'en occupe. Ah, merci beaucoup. Pour l'instant, je pourrais pas accepter tout le monde, puisque comme je suis en partage d'écran avec le webinaire, je pourrais pas accepter votre demande, mais juste Ah, après, ça sera oui, accepté, voilà. super, merci. Voilà, le lien, normalement, vous le trouverez dans le chat. Et pour ce qui est de la diffusion aussi, je sais pas si on en avait parlé, j'avais eu des problèmes de connexion juste au départ, mais il est question aussi que, enfin, chacun peut aussi diffuser le lien en fonction de la pertinence. Si c'est des gens qui sont concernés, enfin, qui correspondent concrètement aux attentes de la communauté, faut pas hésiter à partager le lien. Au plus il y aura de monde, au plus les échanges seront riches. Oui, il y a possibilité que ça s'inscrive anonymement. Ça, c'est ce que Grégory disait, du coup, je réponds à un commentaire, du coup, dans le chat. Oui, c'est possible. En fait, vous pouvez avoir plusieurs comptes, autant que vous ayez d'adresse mail. Vous pouvez créer un compte pro, entre guillemets, et un compte anonyme avec une adresse mail, mais qui n'apparaîtra que pour moi qui suis dans le back de la plateforme. Dans tous les cas, personne d'autre ne peut voir votre mail, votre prénom et nom si vous ne le mettez pas. Donc en termes d'anonymat, le nom que vous pouvez proposer, c'est un nom quelconque inventé que vous choisissez vous-même. Dans tous les cas, si dans la période vous allez découvrir la plateforme, vous connecter, essayer tout ce qui est possible d'essayer sur cette plateforme, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse mail jusqu'ici. Il y a l'adresse mail de Marine Gobert aussi, qui est responsable du pôle pratique professionnelle. Pour quelconque question ou si vous avez un problème avec la plateforme sur différentes choses, ben, je serai là pour répondre et vous aider à que tout fonctionne bien. Et pareil, j'y pense, on a oublié de le préciser, mais sur la plateforme, en plus de la charte de la communauté, vous trouverez une charte d'utilisation de la plateforme qui vous décrit comment bien l'utiliser en termes d'usage.
de ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? J'attends de voir peut-être qu'il y ait d'autres questions, mais dans tous les cas, maintenant, ça va être les personnes qui ont pu avoir le lien de se connecter, que j'accepte votre demande juste après et que vous commenciez à tester, voir les fonctions. Mais quels sont les prochains événements de la communauté? Mais pour l'instant, il va y avoir, comme je l'ai dit, une journée avec les membres prochainement au second semestre. Et ensuite, ben donc, potentiellement partir sur un webinaire, puisque c'est les webinaires qui a, qui a remporté, on va dire, les votes. Et ensuite, sur le sujet, normalement, de l'amélioration de l'accueil des usagers et usagères. Pardon, je réponds juste dans... Je mets mon adresse mail dans le chat aussi, si besoin. Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous proposer qu'on s'arrête là. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour ce webinaire et je m'occupe tout de suite de vos demandes d'inscription et en espérant que vous puissiez contribuer par la suite à la plateforme et que c'est quelque chose qui répondra à vos demandes, à vos attentes et à vos potentielles questions si vous en avez. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Très bien, t'as vu? Merci Léon. À plus. Bonne soirée. Merci Grégory. Bonsoir. Bonne soirée.